Bonjour Elsa Zilberstein. Bonjour. Prenez le micro, je vous en prie, c'était -1, donc vous venez d'arriver, Oui. Je suis ravie. Alors on va souffler un petit peu, le temps d'une petite minute avant de démarrer. Tout va bien. On va écouter la bande-annonce. Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Quand vous voulez. Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone. Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme? Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Voilà la bande-annonce du film Simone, le voyage du siècle, qui est aujourd'hui au cinéma, film d'Olivier Dahan, qui est, je ne sais pas si on peut dire un film beau, mais c'est vrai que la presse a tendance à dire ça, c'est sur l'affiche même du film. Le film est en tous les cas nécessaire, incroyable, terriblement bien joué. On va y venir dans un instant ensemble, Elsa Zilberstein, mais aussi vous êtes là pour découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, et c'est ce qu'on aime beaucoup dans cette émission. Et sachez que j'ai déjà beaucoup de tendresse pour vous. Parce que moi, quand je pense à vous, je pense à une femme libre, un peu comme était Simone Veil. Est-ce que je me trompe? Oh là là, quel compliment. Oui, c'est vrai que je me sens très libre, très audacieuse, très volontaire, véhémente, passionnée. Ça peut-être on a ça en commun. Mais c'est important l'audace et de toujours vouloir l'exceptionnel. C'est vrai que j'ai toujours envie que les choses soient belles et fortes et puissantes et qu'elles aient du sens. Et de faire du cinéma, c'est aussi politique, je pense. Et de faire des films qui ont du sens, c'est vraiment important pour moi. Alors justement, on va rentrer en profondeur, Elsa Zilberstein, avec ces films qui ont du sens. On va parler de votre parcours de carrière, bien sûr. Mina Tannenbaum, Un sac de billes. Aujourd'hui, Simone, est-ce que dans votre parcours de vie, est-ce que ce parcours a été influencé par l'histoire peut-être de votre famille aussi, pour faire des films nécessaires? Pas tellement. Alors peut-être que c'est l'inconscient comme destin, comme dirait Jung, mais pas vraiment en fait. Après, c'est là. C'est vrai que ma grand-mère qui me racontait, quand elle était avec ses amis le dimanche, qu'il y avait un numéro noté sur le bras, un numéro de déporté. Peut-être que c'est l'histoire de mon père qui était un enfant caché. Peut-être que j'ai voulu faire inconsciemment ce film pour ces gens-là qui m'ont impressionnée. C'est des gens qui ne se plaignent pas, qui sont dans la survie, qui sont dans la vie, qui veulent vivre, qui ont choisi la vie. J'ai eu la chance de connaître Marceline Laurie dans Evans aussi, ou Ginette Kolinka, qui sont des gens qui m'ont impressionnée, ou Paul Schaeffer, qui était le meilleur ami de Simone Veil à Beaubrec. C'est des gens qui m'ont impressionnée par leur passion de vie, par leur optimisme. Simone Veil, elle m'a impressionnée par sa foi en l'homme, hein. Alors qu'on pourrait penser à ce moment-là que cette femme, elle a tout pour dire le monde est pourri, je ne crois plus en l'humanité, j'ai vu l'horreur, je viens de l'enfer. Eh bien non, elle croit en l'humanité. Et ça, c'est des vraies grandes leçons de vie, je trouve. Alors, est-ce que c'est ça qui est... Je ne sais pas si c'est mon père et l'histoire de mon père. En tout cas, elle m'a inspiré ça quand je l'ai rencontrée. Peut-être inconsciemment nourrie par mon histoire familiale, mais beaucoup de choses sont mélangées. En tout cas, c'est vrai que ça m'a sidérée de connaître le parcours de Simone Veil. Je me suis dit, il faudrait un grand film. Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan en salle aujourd'hui. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque, la nôtre, en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité. Et ce rôle, Elsa, vous le vouliez?
Oui, je voulais absolument rendre hommage à Simone Veil, qui est une femme que j'ai connue, que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Et je trouvais qu'elle méritait un grand film. Voilà. Donc, forte de ces rencontres, en rentrant dans ce livre incroyable, Une vie, de voir le portrait de cette femme et de voir ses batailles, je me suis dit, il faut qu'il y ait un grand film pour cette femme. Voilà. Donc, j'ai eu envie de lui donner corps, et puis je suis allée chercher Olivier Dahan parce qu'il avait fait La Môme et que j'étais impressionnée par ce film, et voilà, et j'ai eu la chance de trouver des producteurs, mais ça fait 10 ans de bataille, j'ai mené 10 ans de combat pour faire ce film. Après, je me suis pas battue pendant 10 ans, mais tant qu'elle était en vie, Simone Veil, c'était peut-être compliqué de le faire, mais je trouve que c'est des femmes qui sont tellement exigeantes et rares, qui méritent de l'exceptionnel. Voilà. Et cette femme, elle méritait de l'exceptionnel. Et c'est vrai, c'est dit également dans Le Parisien. Elle méritait bien un film. Simone Veil. On sort, pour être très franche avec vous, Elsa Zilberstein, je suis allée voir le film. Nous étions très nombreux dans la salle. Peut-être un tiers des gens sont ressortis en larmes avec une émotion. Est-ce que vous savez pourquoi cette émotion ? Pardon. Parce que le film est très digne. Parce que je pense que c'est un film qui parle de la mémoire. En fait, quand j'ai fait Les villes de province, là, j'étais hallucinée de voir la portée du film. Quand j'arrivais à la fin du film, les gens étaient en larmes, et ça me touchait, vous ne pouvez pas savoir. Je me suis dit, le pari est réussi parce qu'il y a des gens de 15 ans dans la salle, des gens de 40, des gens de 80. Déjà, ça, c'était bouleversant. Parce qu'en fait, on leur parle d'eux aux gens. On parle de nous-mêmes, on parle de notre histoire. C'est la petite histoire dans la grande histoire. On parle de notre histoire de l'humanité, des choses qu'on n'a pas réglées. On n'apprend rien. Qu'est-ce qu'on a appris de l'histoire? On apprend quoi de nous? Qu'est-ce qu'on a appris quand c'est le retour du totalitarisme ou du fascisme en Italie? Qu'est-ce que les gens apprennent? Tu te dis que l'antisémitisme est pas loin, que finalement la haine, l'intolérance... Je me dis que c'est vraiment une femme qui a été hors norme pour ça. Et le film, peut-être, il transmet ça, un message de transmission et de mémoire, dans le sens où qu'est-ce qu'on a appris, d'où on vient et où on va? C'est quoi notre avenir, en sachant d'où on vient et qu'est-ce qu'on a vécu? Et je pense que ce film-là, je le voulais pour ça. Et j'ai été chercher Dahan parce que je voulais pas que ça fasse un Wikipédia en images, un biopic comme on appelle ça des fois, un peu froid. Je me disais, je veux que ce soit vibrant, brûlant, intense, lumineux, torturé, et que ça soit bouleversant. Parce que c'est une femme, j'ai dit tout de suite, je veux pas qu'on fasse le portrait de la femme aux cheveux longs, je veux qu'on fasse le portrait de la femme aux cheveux lâchés. Écoutez, vous le dites terriblement bien, ce film est incroyable, il démarre... très fort. Il démarre par la crainte de l'oubli, de la vie qui a primé malgré l'horreur. Qui sommes-nous? Nous sommes l'épine dans la mémoire collective, la honte de la France. Et pourtant, Simone Veil a joué un grand rôle pour la France. Oui, à plein de niveaux. Elle s'est battue pour les femmes, d'abord pour l'avortement. Elle a considéré, justement, elle a mis ça sur un plan sanitaire. Elle a dit, non, c'est pas juste une décision des femmes de disposer de leur corps. C'est bien plus complexe que ça. C'est les femmes dans leurs droits, dans leur intime, dans leur santé. C'est barbare de se faire avorter. Elle s'est battue pour ça, pour la dignité des êtres dans plein de domaines, pour les drogués, pour les assistantes maternelles, pour l'adoption, pour les prisons. En fait, elle se battait pour les droits de l'homme. Et c'est une femme qui n'a jamais lâché son combat pour la dignité humaine. Et aussi, je pense que chaque choix de ses combats ont été conditionnés par là où elle venait. C'est-à-dire que le fait d'être passée par l'enfer, par l'ignoble, par l'ignominie, elle n'a jamais lâché sa quête de dignité, en fait. Et ça me trouble beaucoup. Les discours se sont enchaînés, beaucoup de choses. Elle a eu en effet cette force qui était en elle. Son mari, Antoine Veil, lui a dit « Tu rentres dans l'histoire ». Elle a dit « Je veux rentrer chez moi, oui ». Cette phrase dans le film est incroyable parce qu'elle doutait beaucoup malgré ses combats et elle sortait d'une grande bataille déjà. Elle s'est battue pour l'avortement en 74, et puis après c'était non-stop des grandes batailles contre des parlementaires ou des députés ou des gens qui se conduisaient mal. Elle a été insultée à l'Assemblée nationale, on l'a traitée de tous les noms, elle a été mal menée, on l'a renvoyée toujours à son destin et de déportée et de femme. On l'a réduite à son état de femme. Ce qu'elle craignait d'ailleurs. Voilà, et elle disait d'abord je suis une femme alibi, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que c'est une femme que je trouve assez hors norme
dans son élégance, dans sa force, dans sa puissance, dans sa virulence aussi. Mais c'est un modèle pour moi, en tout cas. Vous parlez beaucoup de Simone Veil avec notamment ce combat contre, pour l'IVG. Pendant 25 heures de débat, Simone Veil a affronté 74 orateurs et tenu tête. La loi sur l'IVG a alors été votée par 284 voix contre 189. C'était le 29 novembre 74 à 4 heures du matin. C'est un combat contre lequel les États-Unis reculent. Qu'est-ce que vous pensez qu'aurait dit Simone Veil ? Je ne me permets pas de parler pour Simone Veil, jamais. Ok, elle s'est battue, vous l'avez dit, contre le sida pour de meilleures conditions pour les toxicomanes. Elle a quitté son emploi de ministre de la Santé après avoir été magistrate pour se présenter aux européennes. Et elle est devenue présidente du Parlement européen, une fonction qu'elle a occupée de 79 à 82. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces combats ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être comme a été Simone Veil, où il n'y en aura toujours qu'une ? Elle est unique, de toute façon. Je ne me permettrai pas de dire ça non plus. Elle est unique, elle a marqué son temps, elle manque, ça c'est certain. Après, mais je vais vous dire une chose, je pense que ce n'était pas une femme politique classique. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens sont en politique et ils pensent à leur petit pouvoir. Elle n'a jamais pensé à son siège ou à son pouvoir politique. Elle a toujours pensé aux autres, à faire le bien, à avoir la foi pour les autres, à être dans l'optimisme. C'est pas du tout quelqu'un qui s'est accroché à un siège ou à un poste, au risque de perdre quelque chose. Elle a toujours dit haut et fort ce qu'elle pensait avec virulence et passion. Donc en fait, c'est là où elle est unique. Dans le film Simone Veil, on la voit jeune, on la voit, elle est jouée également par la très talentueuse Rebecca Marder qui est avec vous dans le film. On apprend beaucoup de choses sur Simone. Je voulais savoir si vous avez été surprise, vous, en travaillant ce rôle et comment vous l'avez travaillé, Elsa Zilberstein. J'étais très surprise de découvrir tous les combats qu'elle avait menés. Au départ, je connaissais comme tout le monde le combat pour l'avortement. Et voilà, et il y a plein de combats que je ne connaissais pas. Ce qu'elle a fait pour les drogués, par exemple, quand elle fait le journal de 20 heures et qu'elle décide de ne pas faire le journal de 20 heures et finalement de rester et de rester dans cette pièce avec ce garçon qui a le sida. Je suis hallucinée de ces batailles qu'elle a menées, les assistantes maternelles, plein de combats qu'elle a menés dont je soupçonnais même pas l'existence. Ce que l'on apprend dans le film, c'est qu'elle était déjà très rebelle. À 15 ans, elle a fait 6 mois de prison, enfin elle aurait dû avoir 6 mois de prison, mais avec sursis par Pétain, pour avoir chanté un chant communiste. Oui. C'est ce que vous dites dans le film. L'Internationale, elle dit qu'elle avait chanté l'Internationale. Et là, absolument. vous êtes avec Sylvie Testu à ce moment-là. On apprend que Simone Veil vivait à Nice, puis à La Ciotat. Elle était issue d'une famille patriote. La laïcité était leur bien commun. Rien n'ébranlait la foi de son père en la République. Et pourtant, ils ont été déportés. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle n'a jamais rien lâché. Et ce qu'on savait moins, c'est qu'en règle générale, on dit que l'on sort de la marche de la mort. Mais après ça, elle a continué encore dans la déportation. Et c'est une Allemande qui l'a sauvée une deuxième fois. En fait, c'est au camp, il y a une jeune femme qui s'appelait Stenia qui l'a sauvée et qui a vu son visage. Elle a dit « mais vous êtes trop belle pour mourir ». Et elle a décidé de l'aider. Grâce à Stenia, elles sont parties à Beaubrec. Elle a eu le courage de dire « oui, mais moi, je pars pas sans ma mère et ma sœur ». Et elle est partie à Beaubrec avec sa mère et sa sœur. C'est là qu'elle a rencontré Paul Schaeffer, qui est un monsieur extraordinaire que j'ai eu la chance de côtoyer pendant 1 an et demi, qui était un survivant d'Auschwitz, qui passait son temps à me dire de venir chez lui pour regarder des photos de Simone à des anniversaires ou dans des soirées personnelles pour me montrer comment elle était, comment elle marchait, comment elle se tenait. Donc ça a été miraculeux de travailler avec ce monsieur et d'être épaulée par ce monsieur. Vous nous parlez de ce rôle de Simone Veil que vous avez voulu, dont vous avez eu envie, Elsa Zilberstein. Et vous avez dit dans un documentaire que j'ai pu voir hier soir sur Canal+, que souvent, quand vous avez envie d'un rôle, c'est lié à qui vous êtes, à des moments de vie. Mm-hmm. Dans quel moment de vie étiez-vous quand vous avez envie d'être Simone ? Je pense que je me sentais mûre pour ça. Je pense que je me sentais prête pour aborder une montagne. J'avais envie de me heurter à ça, à me dire tiens, quelle femme exceptionnelle, j'ai envie d'être elle, j'ai envie d'avoir ses yeux, j'ai envie d'être dans ses yeux, dans son regard, dans ses pas, dans sa gestuelle, j'ai envie de donner aux gens ça. En fait, c'était
presque, c'est un truc égoïste au départ, et puis en fait d'avoir envie de le donner aux gens, de me dire il faut l'incarner, parce que finalement le cinéma, on reste immortel, et il y a quelque chose d'immortel dans le cinéma. Et peut-être que les gens de 14-15 ans, c'est compliqué de regarder un livre d'histoire parfois ou un documentaire. Et le cinéma, ça rend les choses accessibles. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de me dire l'accessibilité, la simplicité aussi du cinéma. Pour les gens de 14-15 ans, pour la transmission, c'est peut-être plus facile d'aller voir les gens au cinéma. Au moins, tu transmets quelque chose. Vous avez envie d'offrir ce rôle, ce film aux jeunes Elsa Zilberstein. C'est vraiment, on le sent dans votre interview, c'est très important pour vous de donner finalement l'histoire un peu démocratisée. Ouais. En fait, ça me fascine de voir que l'éducation parfois fait tout. Quand tu vas discuter avec les gens, finalement, même il y a pas de. En fait, il y a un truc aussi très beau dans le dessin de Simone Veil, c'est apprendre qu'il n'y a pas de fatalité. Que elle vient de l'enfer, elle a perdu les gens de sa famille, elle revient en France, elle n'a plus rien, elle fait Sciences Po, elle rencontre Antoine Veil, et finalement, il n'y a pas de fatalité. C'est aussi pour dire aux jeunes, où qu'ils soient, quelle que soit la famille dans laquelle ils sont, de se dire, vous pouvez y arriver, l'éducation fait tout, la culture, l'éducation, pour moi, c'est essentiel. Savoir d'où on vient et où on va nous permet de savoir où on va. Mais je pense que c'est extrêmement important, l'éducation. Jeanne Moreau vous a dit « il faut être vaillante quand on est actrice ». Est-ce que finalement toutes les femmes ne sont pas vaillantes? Si, bien sûr. Bien sûr. On est toutes les héroïnes de nos propres vies. Toutes les femmes sont des héroïnes de leur propre vie. Et elles sont vaillantes, bien sûr. C'est très compliqué d'être une femme. On doit être une mère, une épouse, on doit travailler, on doit être parfaite partout. C'est compliqué pour les femmes. Et surtout aujourd'hui, la position des femmes, elle est compliquée. Elle est compliquée. On est dans une bataille pour se faire reconnaître. Il faut être exemplaire et en même temps, enfin on peut parler, enfin on peut dire. Et je trouve que c'est formidable de voir que les femmes se libèrent et les femmes n'ont plus peur, de moins en moins en tout cas. Elsa Zilberstein, est-ce que c'est le rôle de votre vie? À mon sens, oui. Je sais pas. C'est pas à moi de dire ça. C'est un rôle dans ma vie en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment en tout cas d'avoir fait un beau film, un film utile? Ah ça c'est sûr. Ah ça c'est certain. Et là vraiment là on est premier en France, ça commence les chiffres et je suis heureuse de ça et bien sûr que j'ai eu le sentiment de faire un film utile et nécessaire et je le voulais et je pense que le cinéma c'est aussi un pouvoir politique, c'est un pouvoir important et je me dis j'ai reçu des lettres avant-hier incroyables à minuit de gens, mon agent m'a passé des lettres de gens qui disaient je ne vais plus au cinéma depuis le confinement mais grâce à vous j'aurais y retourné. Et ça pour moi c'est vraiment le combat et la récompense. Je pense que les gens vont retourner au cinéma. C'est un grand film de cinéma, je tiens à le dire, parce que c'est la petite histoire dans la grande histoire et c'est romanesque, c'est le destin de cette femme. Les jeunes qui ne connaissent pas, ils découvriront et surtout ils découvriront l'histoire de notre siècle et ça c'est vraiment réjouissant. Elsa Zilberstein, est-ce que vous pensez que le film sera nominé au César cette année? Je sais pas. Bon, on l'espère en tout cas. Moi, je vous le souhaite. Vous aviez eu un César en 2009 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Il y a longtemps, Que je t'aime de Philippe Claudel. On vous souhaite évidemment cette nomination pour ce grand rôle qui vous colle à la peau et où vous êtes merveilleux, je tiens quand même à le dire. Vous restez avec nous. On va continuer cette émission avec vous, Elsa Zilberstein, dans Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Dans les salles de cinéma aujourd'hui, allez-y, c'est un film utile, nécessaire et très bien incarné. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. L'actualité, le cabinet de sécurité israélien d'accord sur le compromis sur le gaz avec le Liban. Seul Ayelet Shaked s'est abstenu tout à l'heure lors du vote. Un compromis important mais périlleux à appliquer. Israël et le Liban sont officiellement en état de guerre. Les routes fermées autour de Naplouse à la suite d'attaques terroristes. Des mesures prises après la mort d'un soldat tué dans un attentat à l'arme à feu. Selon le communiqué de Tsahal, les personnes seront autorisées à sortir
sortir de Naplouse via certaines routes et seulement après un contrôle strict de sécurité. Des mesures prises alors que 2 soldats de Tsahal ont été tués dans des attentats en quelques jours. Israël proteste contre un membre du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne. L'homme en question a posé les bras levés et tout sourire au mémorial de la Shoah à Berlin. Hermon retire l'enseigne du parc Simone Veil. Sur Twitter, des internautes s'étaient indignés de sa ressemblance avec celui du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et en France, ça reste difficile de trouver de l'essence. La grève est reconduite dans toutes les raffineries de Total Energy et la première ministre Elisabeth Borne ordonne au préfet de réquisitionner du personnel. Merci beaucoup Eva et on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Elsa Zilberstein, mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. Cyrielle Sarah Cohen. Vous pouvez nous joindre au 01 53 75 26 26. 01 53 75 26 26. Radio J. En ce mois de Tishri 5783, nous devons nous rappeler que nous, humains, sommes tous les descendants de Hachem, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, que nous devons s'obliger à parler avec les dates du calendrier hébraïque et respecter les 10 commandements. Loi et alliance, promesses et commandements sont intimement liés. L'alliance est donc la relation éternelle instaurée entre les âmes des humains et Hachem. Shana Tova ou Metuka à tous. Are you ready? Radio J with Serial Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h33 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Elsa Zilberstein, pour le film Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, en salle aujourd'hui. Et dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon les goûts de notre invité, pour découvrir des choses qu'il affectionne, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire, Elsa. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour découvrir Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan à la Comédie Française. Et ce n'est pas sans lien avec ce que vous avez fait, Elsa. Bonjour Christophe. Derrière toute famille, il y a un secret. Il y a des secrets. Votre invité, Cyrielle, qui a joué La Preuve, une pièce sur la fille d'un mathématicien de génie, ou bien encore Le démon d'Anna, sur la liaison entre Martin Heidegger et Hannah Arendt, ne me démentira pas. Delphine de Vigan a décidé un jour de soulever le décor de sa propre famille, après la mort de sa mère. Cela a donné un roman autobiographique, ou bien une autobiographie romancée, où se mêlaient l'imaginaire et la pudeur, l'invention et la révélation. L'ouvrage, Rien ne s'oppose à la nuit, eut un succès colossal. Et le voici merveilleusement transposé à la scène par l'extraordinaire sociétaire de la Comédie Française, Elsa Le Poivre, sans doute l'une des meilleures comédiennes françaises actuelles. Elle devient l'auteur qui parle de la vie de sa mère, qui fouille le passé familial, qui mène l'enquête et échafaude des hypothèses, rencontre des impasses, redoute et désire à la fois découvrir la vérité.
On ne peut réussir plus fin et plus délicat travail que celui qu'accomplit Elsa Le Poivre dans le petit espace du studio de la Comédie Française. Plus ou moins éloigné d'un micro, selon qu'il s'agit d'une confession ou d'une réflexion, regardant les places vides autour de la table où soudain l'on voit comme s'ils existaient les fantômes du passé, les membres de la famille qui prennent la parole. Elsa Le Poivre nous entraîne dans le grenier hanté dont Delphine de Vigan a ouvert les portes, les trappes, les coffres. C'est bouleversant et tellement digne. La petite cousine tuée en tombant dans un puits. La faute à qui ? Le frère adoptif mort seul dans la nuit pendant des jeux érotiques. Le grand-père, peut-être violeur, mais peut-être pas. Comment dire la vérité sans qu'elle soit obscène ? Comment écrire ce qui, durant des décennies, ne pouvait pas se dire ? Trahir les siens, est-ce bien, parfois ? Le silence est comme ces draps que l'on place sur les meubles des maisons de famille désertées pour leur éviter la poussière. C'est une précaution et c'est un linceul. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan à la Comédie Française et c'est déjà complet jusqu'au 6 novembre. Merci beaucoup Christophe Barbier et puis on peut aussi aller voir Christiana Reali qui retourne en scène donc au théâtre le 4 novembre dans Simone Veil, Les combats d'une effrontée. C'est au Théâtre Antoine jusqu'au 12 décembre. Est-ce que vous aimeriez retourner au théâtre, Elsa Zilberstein ? C'est vrai, c'est pas une envie en ce moment. Bon, en tout cas, il y a du théâtre à aller voir bien sûr pour découvrir encore Simone Veil au théâtre et tout de suite on va passer à la chronique Émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Elsa. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez et on va le voir, il y est question de destin extraordinaire. On va commencer par de la littérature et puisque vous incarnez Simone Veil, on va parler d'une femme que vous admirez, vous l'avez évoquée en début d'émission. Cette femme, elle a été la compagne de déportation de Simone Veil. Il s'agit de Marceline Loridan Evans, disparue en 2018 à 90 ans. Juste avant de mourir, elle avait publié un récit intitulé « C'était génial de vivre ». Un récit qui vous a bouleversé, Elsa, vous qui qualifiez Marceline Loridan Evans de merveilleuse guerrière et de femme extraordinaire. On écoute un extrait de sa dernière interview dans laquelle elle parlait de sa relation à la mort et on en parle juste après. Ce qui m'emmerde, c'est d'aller dans un trou. Mais il vaut mieux aller dans un trou que de se faire brûler. Il faut avoir été dans un camp d'extermination pour savoir quel est le rapport à la mort. Bien sûr, on peut se laisser aller vers la mort, mais on peut aller vers la vie encore autant qu'on peut. Et peut-être qu'il arrive un moment où on ne peut plus, mais tant qu'on peut, il faut tenir. Il n'y a pas d'autre solution que la force de vie qu'on a en nous. Voilà, c'est ce que je pense profondément. Aller vers la vie, c'est ce que vous disiez à Cyrielle en début d'émission. C'était donc Marceline Loridan Evans dans sa toute dernière interview. Une interview particulièrement touchante sur la vie qui rappelle une citation d'Anne Frank qui disait « Je ne pense pas à toute la misère, je pense à la beauté qui reste ». Alors on le rappelle, Marceline Loridan Evans, née Rosenberg, avait été arrêtée par la Gestapo à 15 ans en 1944. Elle avait été déportée à Auschwitz par le même convoi que Simone Veil, avec laquelle elle avait lié une amitié indéfectible, je la cite. Alors je le disais en préambule, quelques semaines avant de mourir, Marceline Loridan Evans avait publié un dernier récit, C'était génial de vivre, un récit dans lequel elle écrivait « Dans les camps, il y a ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. Pourquoi moi je suis revenue ? Peut-être parce qu'il le fallait. Il fallait que je dise ce que d'autres ne diraient pas, que j'écrive ce que personne n'écrirait. » Et c'est vrai que toute sa vie, Marceline Loridan Evans l'aura consacrée à témoigner de ce qu'elle a vécu dans les camps pour que personne n'oublie, à l'image de sa grande amie Simone Veil que vous incarnez, qui présida la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En tout cas, jusqu'au bout, elle aura lutté contre l'antisémitisme, déplorant que notre pays n'ait peut-être pas retenu toutes les leçons de la Shoah. Bref, comme vous le disiez, Elsa, Marceline Loridan Evans, à l'image de Simone Veil, était une merveilleuse guerrière. Bravo. Et puis, un autre livre vous a touché, Elsa Zilberstein, il s'agit de La carte postale, Jérôme. Oui, on reste dans la littérature avec l'un de vos livres préférés, si je ne me trompe pas, il s'agit de La carte postale. Je suis en train de le lire, je n'ai pas terminé. Bon, alors je ne vais pas tout révéler. Donc ce livre, La carte postale, il est donc signé Anne Berest, qui a d'ailleurs obtenu le prix Renaudot des lycéens en 2021. Pour cet ouvrage très touchant. Et pour cause, il est tiré d'une histoire vraie, celle d'Anne Berest, dont une partie de sa famille a été décimée à Auschwitz en 1942, à l'exception de sa grand-mère qui avait pu échapper à la déportation.
Alors l'histoire part d'un véritable événement pour le moins mystérieux. Nous sommes en janvier 2003 et dans sa boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de vœux, la mère d'Anne Berest reçoit une étrange carte postale. Elle n'est pas signée et sur cette carte apparaissent les prénoms des 4 membres de la famille d'Anne Berest morts à Auschwitz en 1942. Près de 20 ans plus tard, l'auteur a donc voulu éclaircir ce mystère et c'est ce qui est raconté dans le livre, je ne vais pas tout révéler, un livre qui est à la fois une enquête que mène un duo mère-fille, un roman sur les ancêtres d'Anne Berest, mais aussi une quête initiatique sur la signification du mot juif dans une vie laïque. Une place très importante est d'ailleurs accordée à la transmission de ce que c'est que d'être juif. La transmission, vous en parliez à l'instant. Un livre bouleversant qui redonne vie aux 4 membres de cette famille morts à Auschwitz et qui arrive, pour faire écho à ce que disait Marceline Loridan-Evans, à faire parler ceux qui ne sont pas revenus. Et pour finir sur la lecture, aussi dire que Seul l'espoir apaise la douleur va sortir aux éditions Flammarion. C'est un livre de Simone Veil préfacé par son fils. Il sortira le 19 octobre prochain. Il y aura tout après ce premier livre autobiographique qu'elle avait sorti après Une vie sortie en 2007. On change de registre et on poursuit en musique avec une chanteuse que vous adorez, Elsa Zilberstein. Oui, il s'agit de Billie Eilish et de sa chanson No Time to Die, présente dans le générique du dernier James Bond. On écoute un extrait. No Time to Die, on se laisse transporter par cette chanson. Une chanson récompensée cette année par l'Oscar de la meilleure chanson originale. Une chanson composée par Billie Eilish et son frère, Finneas O'Connell, je ne sais pas s'il se prononce bien. Et là encore, il y a une histoire extraordinaire derrière ce duo. Je m'explique. Nous sommes en 2015. Billie Eilish a 13 ans, son grand frère 18. Et à ce moment-là, c'est plutôt lui qui semble destiné à la célébrité. Il joue notamment dans la série Glee, la dernière saison de la série Glee, tandis que Billie Eilish enchaîne les auditions désastreuses et abandonne l'idée de faire du cinéma, qui était son grand rêve. Elle souffre alors d'anxiété, de dépression et de manque de confiance en elle. Très admirative de son grand frère, elle passe alors son temps à écouter ses compositions à travers les murs de sa chambre. Et puis un jour, elle lui propose de poser sa voix sur ses morceaux. Et ça va tout changer. Billie Eilish et son frère mettent en ligne plusieurs de leurs chansons sur Internet, sur la plateforme SoundCloud, dont le tube Ocean's Eye. La carrière de Billie Eilish décolle, elle est notamment repérée par un producteur qui a composé pour Justin Bieber. Billie Eilish est aujourd'hui une star mondiale. Et malgré cela, elle n'a pas totalement vaincu certaines de ses pensées sombres. Elle développe notamment une hypersensibilité sur le monde qui l'entoure. Ça fait d'elle une artiste très torturée qui supporte mal la souffrance des autres. Mais après tout, comme le disait Albert Camus, un auteur que vous aimez bien, je crois savoir, notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœur brûlant. Et on termine avec un autre artiste que vous admirez, Elsa. Il s'agit du peintre Jean-Michel Basquiat, actuellement mis à l'honneur dans une exposition à Vienne, en Autriche. Oui, alors je le disais en préambule, il est question dans cette chronique d'artistes au destin absolument extraordinaire. Eh bien, Jean-Michel Basquiat, il ne fait pas exception à la règle. Jean-Michel Basquiat, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est mort en 88, à seulement 27 ans. Et c'est l'un des artistes les plus cotés aujourd'hui. Pour vous donner une idée, en 2017, l'un de ses tableaux a été acheté 110 millions de dollars aux enchères Christie's par un homme d'affaires japonais. Jean-Michel Basquiat, un artiste qui aura connu un destin aussi incroyable que foudroyant. Alors flashback, il est né en 1960 à New York, issu d'un milieu modeste. Il connaît une jeunesse difficile. Sa mère souffre de problèmes psychiatriques et enchaîne les séjours en institution. Quant à son père, il le bannit du foyer, ne supportant pas ses nombreuses fugues notamment. Son destin bascule à 20 ans. En 88, il rencontre un certain Andy Warhol qui le prend sous son aile. Basquiat devient alors un artiste très prisé sur le marché de l'art. Ses œuvres lui rapportent des sommes considérables. Oui, mais voilà, issu d'un milieu modeste, Basquiat n'arrive pas à gérer ce qui lui arrive. Pour vous donner un exemple, il ne possède pas de compte en banque, il entasse toutes les liasses de ses billets dans son appartement. Il n'a pas de compte, et pourtant il ramasse des centaines de milliers de dollars à l'époque, voire même peut-être des millions. Bref, pris dans le tourbillon du succès et possédant des moyens illimités, il replonge malheureusement dans la drogue qu'il avait connue dans sa jeunesse, mais là malheureusement à des niveaux plus élevés, ce qui impacte sa santé physique et mentale. Et ça explique aussi pourquoi, pour ceux qui connaissent son œuvre, ses œuvres justement revêtent des esthétiques parfois macabres. Et puis nouveau tournant dans sa vie,
vie, c'est en 1987. Andy Warhol meurt et Basquiat ne le supporte pas et il vit alors comme un reclus. Il meurt un an plus tard, en 1988, à seulement 27 ans. Il intègre ce fameux club des 27 d'une overdose d'héroïne. Il était, au moment de sa mort, dans le studio que lui louait Andy Warhol de son vivant. Bref, on le voit, un destin absolument incroyable, mais brisé bien trop tôt. Un destin qui fait écho finalement à une phrase de Simone Veil, qui disait « La vie change tellement vite, c'est difficile aujourd'hui de faire des pronostics sur ce que seront les choses dans 10 ans. » Quand on écoute cette phrase de Simone Veil, ça sonne assez étrangement, ça donne un écho à ce destin brisé de Jean-Michel Basquiat. Et puis Basquiat, donc un artiste disparu très jeune, mais qui laisse derrière lui un héritage de plus de 800 tableaux, de 1050 dessins, qui le fait vivre encore aujourd'hui dans les mémoires. On peut mourir jeune et laisser une trace. Comme le disait Anne Frank, dont le destin a été encore plus brutal et encore brisé bien plus tôt, puisqu'elle a été tuée à 15 ans, eh bien Anne Frank, elle disait « Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui ne me connaissent pas. Je veux continuer à vivre, même après la mort. » Un message absolument magnifique qu'aurait pu prononcer Simone Veil, même si on ne peut pas parler pour elle, mais elle aurait pu dire cette phrase aussi. Merci beaucoup, Jérôme Goulon, merci beaucoup. Est-ce que vous cuisinez, Elsa Zilberstein ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites à manger ? On est très curieux sur Radio J. Du poulet au citron, du poulet au curry... Plein de poulet, des légumes, j'improvise beaucoup de choses. Beaucoup de légumes grillés. Est-ce que vous faites le couscous ? Est-ce que vous faites des pizzas ? Est-ce que vous faites ce genre de choses ? Pizza, oui. Eh bien écoutez, justement, on va en parler, puisque tout de suite, c'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous mijote sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Et bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour Elsa. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour le coup de fourchette, on va partir sur un burger, de la pizza, des frites, du couscous, des churros, des crêpes au Nutella, des beignets, de la paella. Après, on prend un citrate de bétaïne, non, c'est ça ? Ouais, on peut. Enfin voilà, je pense que vous l'aurez compris, tout ce qu'il faut pour constituer un bon régime sain, efficace pour prendre 8 kilos. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ce rôle, Elsa Zilberstein, je crois savoir que vous avez pris beaucoup de poids. Ouais, j'ai pris 9 kilos. 9 kilos. Ouais. Et comment vous avez fait alors ? En fait, la nutritionniste que j'ai vue, elle voulait pas que ce soit ce genre de nourriture, désolée. Donc Dommage. je me pesais tous les 2 jours, j'allais chez elle. C'était tout un régime fou tous les jours, mais manger des choses assez saines, mais moi c'était vraiment difficile pour moi. Il fallait manger peut-être plusieurs fois par jour. C'était ça. Mais c'est fou parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a à l'antenne qui vont dire ça peut sembler difficile à croire que pour certaines personnes ce soit dur de prendre du poids. Moi perso je suis surdouée, franchement c'est vraiment... Non mais voilà, donc comme l'a dit Cyril, vous avez dû prendre 8-9 kilos pour ressembler un maximum à Simone Veil. Vous avez beaucoup travaillé ce rôle pendant plus d'1 an, c'est ça, sur tous les plans. Par exemple pour la voix, vous avez écouté des heures de discours prononcés par Simone Veil. De la même manière qu'on apprend les langues étrangères, vous avez dit j'ai appris le Simone. Oui, c'est vrai. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'en regardant des heures de concert, je peux apprendre le Beyoncé? Écoutez, en prenant des cours de chant, en tout cas possible. Si non, je me dis surtout le body language. Moi, je veux bien le même corps que Beyoncé. Et par contre, j'ai commencé à développer 2 langages, le Shakira. D'abord le Shakira. J'ai trouvé une astuce pour l'imiter. Vous allez me dire si c'est validé, Shakira, d'accord? Allez, vas-y. Pour moi, il faut partir de la voix de Stitch. Vous vous rappelez du dessin animé Lilo et Stitch? Oui. Ouais, ça vous revient? Oui. Il parle un peu comme ça, le mec. Bonjour, je m'appelle Stitch. Okay. Attendez, il faut prendre cette voix et vous adapter à la chanson de Shakira. Et là, ça fait lolé, 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 lolé. Shakira, ça passe. Non, mais c'est un biopic sur Shakira. C'est ce que je me suis dit, si elle a besoin de faire Shakira. Non, attendez, j'ai aussi Céline Dion. Allez, vas-y. Céline Dion, ouais, je me la raconte un peu. Céline Dion, faut parler du nez et vous prenez un accent snob. Donc, genre, en parlant, ça va faire bonjour tout le monde, ok? Et en chanson, ça fait j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Ah, waouh! Pas mal. Il y a un titre, je me suis dit, si ça peut vous servir pour un film, on part là-dessus. Bon, après, je vous cache pas que Shakira, ça se complique au moment de la danse du ventre. Hein. C'est vraiment. Après, je pense que le Simone Veil, c'est vraiment un autre niveau, parce que c'est quand même un autre niveau, cette femme. Et j'aimerais lui rendre hommage. C'est quand même une figure historique du féminisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un truc qui me dérange, c'est que les nouvelles générations, on est un peu moins courageux, je trouve. C'est vrai. Donc, j'ai décidé de lancer un nouveau mouvement qui va s'appeler les flemmen. Alors, c'est-à-dire que je suis féministe, mais j'ai un peu la flemme. On est une génération de flemmards. Mais ça, c'est à cause de la technologie, des applis. Maintenant, on est devenu assisté. Moi, je vois, je suis assistée par mon téléphone entre Amazon, Uber Eats, Flink.
Vous connaissez ou pas la nouvelle appli Flink qui te livre tes courses en 10 minutes? Exactement. Non. 10 minutes. J'ai l'impression que le mec il m'attend en bas avec les courses. Qu'ils devinent déjà ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Parfois pour les tester un peu, je commande Flink, je prends des trucs qui sont à l'opposé dans le magasin. Je prends toujours les œufs qui sont au fond du magasin, Ouais, d'accord, ouais. ils sont toujours à fond. Je prends, je sais pas, un stylo 4 couleurs et un brocoli, je le teste, le mec. Est-ce qu'il arrive en 10 minutes? Mais du coup, je trouve que toutes ces applis et cette technologie, ça nous ramollit le cerveau en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on est moins intelligent qu'avant. Si on voit toutes les générations d'avant, elles ont tout construit. Genre, elles ont construit les immeubles, les avions, le métro, les routes. Aujourd'hui, on crée des pistes cyclables en sens inverse des voitures. Enfin, elle, hein, c'est vraiment elle. Hashtag Hidalgo, hein, bien sûr. Mais vous vous rendez compte le travail... Tacle. Ouais, petit tacle, ça va. Si on est voiture, on peut... Mais vous vous rendez compte le travail qu'il a fallu pour créer les routes? Moi, je me dis que si j'avais créé les routes, mais oh mon Dieu, on se serait retrouvé avec des tonnes d'impasses un peu partout. Tu sais, un peu comme en contrôle de maths, tu commences un truc, t'as un calcul qui est faux, tu dois tout recommencer. Moi, c'est pareil, je me serais retrouvée avec des impasses à tous les coins de rue. Donc les générations d'avant, elles ont tout construit. Déjà, nous, aujourd'hui, on a la flemme de construire. Mais en plus de ça, on déconstruit tout. Bon, je vais même pas parler du droit à l'avortement aux États-Unis, hein. Mais aussi beaucoup l'écologie. C'est devenu le prétexte pour faire des retours en arrière aujourd'hui. C'est vrai. Alors moi, je veux... Attention, hein, pas de malentendu. L'écologie, oui, hein. Mais tirer la chasse d'eau une fois par jour, non. Et oui, Hein. c'est le sujet du moment, ça, en plus. Ouais. Oui, c'est compliqué. c'est super de sauver la planète, je trouve vraiment. Mais s'il y a plus d'humains parce qu'on est tous morts de froid cet hiver. Bon, Cyrielle, je sais pas si vous aurez remarqué, je me suis assez politisée vers la fin de la chronique. Je vois ça, Nina. On Mais y va. le mot de la fin, voilà, je vous en supplie, laissez-nous les terrasses chauffées en hiver parce que vraiment on en a besoin. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas. beaucoup, Nina Merci, Azoulay. Puis c'est Nina. l'occasion Merci. de vous demander, Elsa Zilberstein, Oui. si vous êtes un peu écolo. Un peu, mais... On essaye de tous faire un petit peu, mais... Voilà, je fais mon tri de mes ordures, mais sinon... Mais moi, j'y suis pas encore. Je suis tout à fait honnête. J'ai un petit peu de mal parce que je trouve qu'on est mal instruit par rapport à ça. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, je pense c'est la qu'il seule faut- chose que je fais, et puis l'électricité ou l'eau, je fais attention, mais voilà. Ouais, c'est vrai, il faut faire attention Ça à... change pas grand-chose, j'en sais rien. Je sais pas. Il faut essayer chacun de fait faire un peu, petit voilà. peu, faire un petit peu. Merci beaucoup Nina Azoulay. Pour les amateurs de votre humour, on vous retrouve dans des plateaux Comedy Club parisien. Pour le savoir, on vient sur votre Instagram, nina.azoulay. Et il y a des prochaines dates. Ouais, je fais 30 minutes de spectacle dimanche au Jardin Sauvage à Saint-Germain-des-Prés. Donc si vous voulez venir, je vais mettre toutes les infos sur Instagram, donc nina.azoulay. C'est avec Super. un i Azoulay. pour ceux qui nous Azoulay écoutent. avec un i. En attendant de vous voir sur scène, Super. bien sûr, Merci. on vous retrouve en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify, Deezer, Ocha, etc. À mercredi prochain, bien sûr, sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on poursuit avec un petit peu de musique, Billie Eilish, avant de se retrouver dans un instant sur Radio J. Just no time to die. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn that I'd fall for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die.
15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et vous êtes toujours avec nous sur Radio J, 15h55. Nous sommes avec Elsa Zilberstein et nous passons aux questions auditeurs, si vous le voulez bien, Elsa. Bien sûr. 3 questions pour vous de la part de Jonathan. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir de cinéma ? En tant qu'actrice ? En tant qu'actrice. Alors, beau ou fort ou... Ce qui vous vient... Ce qui me vient déjà, avec Jean Dujardin, quand on est parti en Inde avec Claude Lelouch, faire 1+1, parce que c'était un grand souvenir de cinéma. C'était 7 semaines et demie en Inde, extraordinaire, avec 2 mecs géniaux. Voilà, c'était un grand souvenir. Et après, de tourner Simone Veil, c'était un grand souvenir aussi. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier sur un tournage, quelque chose que vous avez vécu qui a été hilarant, ou alors vous vous êtes pris d'un fou rire entre acteurs ou Avec Jean, on a eu un fou rire au moment d'une scène tous les deux où on devait dîner et on a été pris d'un fou rire. Et finalement, Claude ne l'a pas gardé, mais il est dans les bonus du DVD. Alors justement, vous parlez de Claude Lelouch, on aura la chance de la voir le 7 novembre prochain sur l'antenne sur Radio J. Il y a 2 écoles de cinéma, ceux qui sont comme Claude Lelouch, qui aiment que les acteurs libèrent leurs émotions, et puis il y a une autre école, celle de Francis Weber, qui veut absolument qu'on joue la partition. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Elsa Zilberstein ? En fait, ça se... Comment dire ? C'est pas forcément ça, c'est pas exactement ça. Tous les metteurs en scène veulent que les acteurs libèrent leurs émotions. Après, il y a des metteurs en scène qui sont plus dans un cadre et d'autres qui sont moins dans un cadre. Tout à fait. Mais tous les metteurs en scène à la base veulent que les acteurs donnent tout pour leur rôle. Mais moi, je suis la plus Claude Lelouch, clairement. Mais faut pas croire. Claude, il aime bien faire croire qu'il y a beaucoup d'impro, mais il n'y a pas tant que ça. Vous lui demanderez. Il aime les sorties de route, comme il dit, mais le cadre, finalement, il sait très bien ce qu'il fait, Claude Lelouch. Et il nous guide très, très bien. Il n'y a pas tant de... Je dis, quand c'était impro pour impro, il n'a jamais rien gardé. Donc voilà, après, il y a plus de liberté que chez Francis Weber, certainement. Une autre question, vous allez jouer, enfin, vous serez au cinéma dans le prochain Woody Allen. Ça s'appelle WASP 22 ou 22, je ne sais pas comment ça se prononce. Racontez-nous un petit peu ce qui nous attend. C'est une question de... C'est un tout petit rôle. J'ai commencé hier à tourner. Voilà, et je suis tellement heureuse. C'est ce fameux tournage-là, d'accord. Comme une folle. C'était mon rêve absolu, donc voilà. On a le droit d'avoir un petit bout sur du moins le film, de quoi il va traiter pour parce savoir. Que je peux pas en parler. Ok, alors on regardera ça bientôt. Une troisième question, parce que c'est important d'en parler et que vous avez cartonné avec ça sur les réseaux il y a pas mal de temps. Mytho, d'ailleurs dans le reportage de Canal+, vous finissez avec ça. C'était assez drôle hier soir, faut le revoir en replay absolument. Où est-ce qu'il en est ce projet de film ? On l'écrit. Vous l'écrivez, voilà. Ok, très bien. Je crois que vous en aviez discuté, que vous aviez parlé de ça avec Gad Elmaleh. À un moment donné, en fait, c'est parce qu'en raccrochant une conversation avec Gad, il me dit au début du confinement, les actrices, c'est un peu con, vous ne pourrez plus vous habiller, vous maquiller, tout ça. Et j'ai raccroché, je me suis dit, non. Voilà, c'est parti comme ça. Et après, il m'a dit, c'est canon, continue, Elsa et tout. Mais voilà, c'est vraiment parce que moi, je suis une désobéissante dans l'âme. Et c'était aussi de dire, on ne peut pas faire ça. Mais si, on va le faire. Voilà, personne ne m'empêchera, dans mon imaginaire en tout cas, personne n'empêche personne de partir dans son imaginaire et de rêver sa vie. Et je trouvais que c'était marrant de créer un personnage d'une fille qui va au restaurant, qui va chez le coiffeur, qui part à New York. Donc voilà, j'ai inventé cette fille un peu libre. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un petit peu la version féminine finalement de Serge le Mytho qui avait été fait par Jonathan Cohen. Vu, moi, et voilà, c'est vraiment... et c'est hilarant de vous voir dans ce rôle-là, c'est très très appréciable. Donc allez sur l'Instagram en tout cas d'Elsa Zilberstein avant le prochain film, on l'espère. Allez, on passe à la suite de cette émission. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, notre coup de cœur du jour, Lisa Pariante, et puis notre expert pour le portrait de notre invité. Restez avec nous tout de suite, le journal de l'information. Restez connectés. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai Stanislas Guérini, ministre de la fonction et de la transformation publique. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto.
Bonjour Cyrielle, et à la une de l'actualité, le cabinet de sécurité israélien approuve l'accord sur le gaz avec le Liban. Seul Ayelet Shaked s'est abstenu tout à l'heure lors du vote. Un compromis important mais qui va être périlleux à appliquer. Israël et le Liban sont officiellement en état de guerre et la situation politique des deux pays est instable. Autre facteur à prendre en compte, celui du Hezbollah. En tout cas, cet accord va permettre à l'État hébreu d'exploiter le gisement de Karish et pour garantir le compromis, Jérusalem va recevoir une lettre de la part des États-Unis qui trace les lignes claires de cet accord gazier. Correspondance à Jérusalem, Olivier Granilic au micro d'Ilana Ferradian. Les responsables des deux pays ont annoncé avoir donc conclu un accord historique pour délimiter leurs frontières maritimes et lever des obstacles liés à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée. Alors que les termes de l'accord ne sont pas encore vraiment connus du grand public, mais selon certaines informations citées par la presse et des responsables, le texte prévoit que le gisement offshore de Karish soit sous contrôle israélien. On parle des réserves de Cana également. Et que les réserves de Cana situées plus au nord-est soient octroyées au Liban. Et comme une partie de ce gisement dépasse la future ligne de démarcation, l'État d'Israël toucherait une part des futurs revenus de l'exploitation gazière de Cana, d'après ses sources toujours. Correspondance à Jérusalem, Olivier Granilic. Les routes fermées autour de Naplouse à la suite d'attaques terroristes. Des mesures prises après la mort d'un soldat tué hier dans un attentat à l'arme à feu. Selon le communiqué de Tsahal, les personnes seront autorisées à sortir de Naplouse via certaines routes et seulement après un contrôle de sécurité strict. Les troupes israéliennes auraient également bloqué l'entrée de la ville voisine de Der Sharaf et de plusieurs autres villages. Les points de contrôle de Ouara et d'Awa ont aussi été fermés en cause l'émergence d'un nouveau groupe terroriste qui se fait appeler la Fosse au Lion. Il est responsable de la mort de 2 soldats de Tsahal en quelques jours, celle de Noël Hazar samedi et celle du sergent-chef Ido Barouk dans le secteur de Chavé et Shomron hier. Les attaques se multiplient ces dernières semaines en Judée-Samarie et selon la 12e chaîne de télévision israélienne, Israël envisagerait de lancer une opération militaire à grande échelle. Un Français arrêté par la police israélienne à Netanya. L'homme avait 250 000 shekels en espèces chez lui, mais aussi de la drogue, du hashish. Le suspect a été emmené pour un interrogatoire. C'est un jeune de 23 ans. Les enquêteurs ont aussi retrouvé 100 cartes SIM et 10 téléphones portables. Le jeune homme sera traduit en justice avec une demande de prolongation de sa détention. Et Israël proteste contre un membre du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne. L'homme en question a posé les bras levés et tout sourire au mémorial de la Shoah à Berlin. La photo en question a été prise samedi lors d'une manifestation organisée par l'AfD. Ron Prozor, l'ambassadeur d'Israël, a fustigé l'élu en question sur Twitter. Il s'est fait honte à lui-même et à son parti. L'AfD affirme que des mesures seraient prises, mais l'un des leaders régional de ce même parti avait qualifié le mémorial de la Shoah de monument de la honte il y a 4 ans. Hermon retire l'enseigne du parc Simone Veil. Sur Twitter, des internautes s'étaient indignés de sa ressemblance avec celui du camp d'Auschwitz. En cause, son design, un portail en fer encadré de 2 colonnes surplombées d'un écriteau en fer condolé faisant écho à la sinistre inscription « Arbeit macht frei », le travail rend libre. La mairie LR de Hermon a publié un communiqué pour expliquer que le panneau serait remplacé. Il a d'ailleurs depuis été retiré. Et en France, ça reste difficile de trouver de l'essence. Le mouvement social se durcit. La grève est reconduite dans toutes les raffineries de Total Énergie. Les blocages continuent près du Havre, en Loire-Atlantique, à Donge. Il y en a même de nouveaux. Et les 50 salariés de la raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme en Seine-Maritime ont voté en faveur de la poursuite du mouvement social. La première ministre Elisabeth Borne a, quant à elle, ordonné au préfet de réquisitionner du personnel car les pénuries dans les stations-service risquent de s'aggraver. On écoute
Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français sur BFM TV. On a affaire à un groupe qui a distribué 2,5 milliards d'euros de dividendes exceptionnels au premier semestre. 2,5 milliards d'euros. On parle en milliards. Ça permettrait, ces 2,5 milliards, d'augmenter de 300 € les 35 000 salariés de Total pendant 12 mois et sur 12 ans. Vous vous rendez compte, 2,5 milliards d'euros, c'est 12 ans d'augmentation de salaire garantie. Alors, faut pas nous dire qu'il n'y a pas les moyens de répondre aux attentes des salariés qui veulent tout simplement vivre de leur travail, comme des millions de salariés de notre pays. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. L'actualité internationale marquée par un regain de tension sur le front ukrainien. Kiev est de nouveau pris pour cible par l'armée russe. Paris renforce sa présence militaire en Roumanie avec chars et blindés, mais aussi en Estonie, l'un des pays baltes. Courant en novembre, le nombre de soldats déployés devrait être doublé. La Russie a par ailleurs annoncé avoir arrêté 8 hommes qui seraient liés à l'explosion du pont de Crimée. Et toujours au chapitre de la guerre en Ukraine, le corps d'un Israélien a été retrouvé. Dmytro Fialka était arrivé à Kiev en 2015 après avoir quitté Beersheva. Il était allé en Ukraine pour prendre soin de sa grand-mère malade et il a été tué en combattant les forces russes. Son corps a été identifié lors d'un échange de prisonniers grâce auquel 32 soldats ukrainiens ont été libérés. Dmytro avait 39 ans et avant d'immigrer en Ukraine, il était entraîneur du club de foot des jeunes du Maccabi Beersheva. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Elsa Zilberstein sur Radio J. On se rejoint dans un instant. Radio J. Hémicycle. Bonjour, c'est Laurence Sallier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 14h10 pour commenter l'actualité dans le grand journal de Steve Nadjar. Radio J. Comment agir pour un monde plus juste ? En soutenant les familles en difficulté, en luttant contre l'isolement de nos aînés avec le tissu associatif, en proposant des solutions pour les personnes en situation de handicap. Pour un monde plus juste et solidaire en France et en Israël. Faites un don au Fonds social juif unifié. Pour un Ticherie solidaire apportant des réponses, donnez sur fsju.org. fsju.org. Le FSJU vous souhaite de belles fêtes. Shana Tova. Marc Cohen, directeur du pôle médical de Lozé. Bonjour. Être vieux avec Lozé, c'est tout un programme. De la convivialité, de l'amour, de la joie, du soin. Rejoignez-nous. Soutenez les projets de Lozé, les accueils de jour, Paris, Sarcelles, Strasbourg. Merci. Association Osé. Dons sécurisés, osé-france.org. Cerfa automatique 01 71 39 70 27. Shana Tova. Ben Gourion, Netanyahou, Bennett, l'État d'Israël, Tsahal. Toute l'actualité d'Israël est traitée par Israël Magazine. Ce sont des milliers d'abonnés partout dans le monde qui suivent et attendent impatiemment chaque mois depuis 20 ans le magazine avec ses signatures marquantes. Guy Millière, Richard Darmon, David Reinhardt et André Darmon. Israël Magazine, 01 86 98 27 27. S'abonner à Israël Magazine, c'est s'abonner à Israël. 01 86 98 27 27. You ready? Live on radio, CSC, Serial, Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Serial Sarah Cohen. 16h09 sur Radio J. On est en train de parler avec Elsa Zilberstein. Merci de nous avoir rejoints avec donc mon invité Elsa qui est à l'affiche du film Simone, le voyage du siècle. Et justement, pendant qu'on était pendant cette petite pause, Elsa, des réactions commencent à venir puisque le film est sorti aujourd'hui, ce matin. Des jolies réactions se font sentir. Merveilleux. Mais déjà, on a fait plein d'avant-premières en France. Et j'avoue que sur mon Instagram, passer à les messages des gens, ça me bouleverse. Mais vraiment, je sens qu'il se passe quelque chose autour du film et que les gens sont... Pour moi, c'est un peu plus qu'un film d'avoir fait un film comme ça. C'est au-delà du cinéma. C'est même pas à dire qu'il y a un message, c'est des films qui sont plus grands que le cinéma. C'est-à-dire que c'est la petite histoire dans la grande histoire, mais c'est notre histoire. Et je pensais que c'était vraiment essentiel pour moi de faire un film sur elle, mais de voir les réactions. Je pense que dans la vie, quand il y a une vérité, les gens sont touchés.
Et là, il y a quelque chose de vrai qui s'en sort, puisque les gens sont bouleversés, parce qu'on leur parle d'eux, on parle de nous, et on parle de la mémoire. Et la mémoire, et puis elle parle de la mémoire de sa mère aussi, Simone Veil, cette mère qu'elle a perdue, elle ne s'en remet jamais. Et je pense qu'elle parle de son intime, et quand on parle de son intime, on touche les autres. Elle dit qu'elle a fait tout ça pour sa mère, que tout a été pour sa mère parce qu'elle était aussi plus indulgente. Souvent, en interrogeant sa secrétaire, Dorothée, qui est sa dernière secrétaire, Dorothée me disait, elle parlait de maman, elle parlait toujours de maman, même à 87 ans, elle parlait de maman. Maman était plus tolérante, maman était plus ceci, maman était plus cela, maman était plus indulgente, maman était plus douce. Sa mère était vraiment... Je comprends, cette mère était... D'ailleurs, Marceline Loridan, quand elles sont à Auschwitz, elle dit « Oh, ta mère », à un moment dans un documentaire extraordinaire de David Teboul, elle dit « Ta mère était exceptionnelle, elle avait toujours de la bonté, de la générosité pour tout le monde. » Et cette mère, elle l'a mis sur un piédestal, et je comprends. Cette mère qui lui a inculqué « Travaille, ma fille ». Deviens indépendante, sois libre et tu seras libre. Et c'est grâce à cette mère et ce qu'elle lui a inculqué qu'elle veut travailler, qu'elle veut devenir avocate puis magistrate et qu'elle a ce destin. Finalement, elle a intégré sa mère en elle. C'est aussi comme ça que j'ai construit le rôle. Pour moi, sa mère est avec elle tout le temps, tout le temps. Il faut dire aussi que Simone Veil était issue d'une famille de femmes qui étaient un peu débattantes. Sa mère avait étudié la chimie, sa tante était docteur. Voilà, elle devait étudier la chimie. Sa tante était docteur, elle faisait partie des premières doctoresses. Et vous parlez justement à l'instant, on parlait de la maman et vous parlez notamment de ce documentaire de David Teboul qui va sortir et aussi de cette femme qui était la secrétaire particulière de Simone Veil qui s'appelle Dorothée Guérin-Bardy. Et dans Le Parisien, elle dit « Antoine disait aussi la merveille et chacun pouvait imaginer l'orthographe qu'il voulait. » Ouais, c'est trop beau, la ça. merveille et la merveille. Donc c'est très joliment dit. Merveilleux. Très, Ils avaient une joliment relation dit. extraordinaire tous les deux. C'était un couple fusionnel et très exceptionnel. L'homme de sa vie, finalement, le seul homme de sa vie. Ils étaient venus dîner chez moi un jour, il avait pris ses lunettes, il les avait nettoyées, il a dit « Je suis mariée avec un monument historique. » et elle a été intronisée au Panthéon. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, Elsa, mais tout de suite, on va s'intéresser davantage à vous, puisqu'on va passer à la séquence tac au tac, questions-réponses. Le principe est simple, je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va ? Allez, c'est parti. Elsa Zilberstein, la recette de l'amour, c'est... On peut botter en touche, hein. Non, j'adore. La recette de l'amour, ce serait se surprendre. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Les femmes iraniennes, les femmes... encore liées aux femmes, ces femmes qui sont murées, interdites, qu'on tue parce qu'elles ont laissé pousser une mèche de cheveux de leur voile. C'est immonde pour moi. Voilà, je me permets de dire ça. Chacun sa religion, mais encore une fois, de tuer des gens comme ça, des femmes, je trouve qu'il y a la rébellion de ces femmes qui refusent ce diktat. Elles sont d'un courage exceptionnel. J'espère que ça pourra aller vers la liberté, mais en tout cas, ça me bouleverse beaucoup. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? C'est une question dure. Ouais, non, je serais moi-même. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Elsa Zilberstein? Quelle grande actrice, c'est le plus beau compliment quand je fais un film. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Oh, j'ai pris des avions pour des gens, j'ai retrouvé des gens, j'ai menti à mes parents, j'ai pris une voiture quand j'avais 18 ans parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui était à Avignon. J'avais menti, je suis allée dans une voiture de copine, voilà. J'ai surtout des trajets, moi, pour les gens. Rejoins des gens. Géraldine Nakache a un peu la même histoire que vous, d'ailleurs, il faut l'écouter, c'est assez drôle. Elle avait aussi fait ça. La plus belle qualité humaine pour vous, Elsa Zilberstein? Il y en a beaucoup, mais ça serait... la tolérance, l'humanité, enfin la générosité dans la tolérance, les gens qui comprennent tout. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous, vous nous l'avez dit, vos 3 grands plaisirs du moment? Regarder les gens qui rentrent voir le film et recevoir des messages. Vous allez le faire. Vous allez guetter devant un cinéma, voir ce qui se passe. Regarder en souris dans une séance. Voilà, voir les réactions des gens. En ce moment, c'est mon plaisir infini de me dire que tout ça, que je me suis bataillée pendant 4 ans, 5 ans pour monter ce film et que les retours soient magiques. Ça, c'est mon plus grand plaisir. C'est beau de voir le résultat du dur labeur. Voilà. 2 autres kiffs du moment, Elsa Zilberstein.
tourner peut-être avec aussi. Woody Allen. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quoi d'autre Je dirais, je sais pas. Non, voilà. Profiter de la vie. Votre Voilà. surnom? Zaza. Ok, votre philosophie de vie? Impose ta chance, serre ta douleur, va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront. René Char. Votre prochain rêve à accomplir, Elsa Zilberstein? Tourner les films, enfin développer d'autres films sur des femmes, des portraits de femmes, des destins de femmes que j'aime. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer? Merci. Merci, Elsa Zilberstein. Notre émission continue désormais avec un coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct. Lisa Pariante avec son single Belle. On découvre et on en parle avec elle sur Radio J. La fête est belle, les gens sont beaux. Je crois que j'ai pris le verre de trop. Je pense tout haut. Une danse fumée s'installe. Il danse dans cette odeur sale. Elle me regarde. Il rit à ses blagues plus qu'aux miennes. Je suis parano, je me dis peut-être qu'il m'écouterait si j'étais. J'aimerais être belle, juste pour essayer. J'aimerais être belle, pour voir ce que ça fait. Je serais de celles qui te ferait rêver. J'aimerais être belle, sans même le remarquer. Je déteste la détester. Ses faits et gestes sont si parfaits. Du moins, il me paraît. Mais si seulement je m'en foutais. Mais comment faire pour l'ignorer? Aussi seulement j'étais. J'aimerais être belle, que ma présence soit rare. Je serais de celles qu'on aime en un regard. J'aimerais être belle, juste pour sortir un soir et qu'on ne voit qu'elle, et qu'elle ce serait moi. Je voudrais être belle, plus peur d'être jugée. Je serais de celles qu'on aimera écouter. Je ne veux plus d'elle, qu'on voit sans regarder. Donc je serai belle, et belle à en crever. Je veux être belle, j'arrêterai de me demander s'ils parlent pour moi. On m'avote à côté, je serai de celles qui s'aiment dans le miroir. Même si je sais que d'autres aimeraient être moi. Belle, 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 belle. Belle, c'est un titre de Lisa Pariante qui nous fait découvrir son univers sur Radio J. Bonjour Lisa. C'est un plaisir, oui, on vous entend, c'est un plaisir de vous accueillir en coup de cœur aujourd'hui pour découvrir cette chanson Belle que vous avez écrite. On a envie forcément de savoir ce que vous avez voulu dire dedans, qu'est-ce qu'il y a de vous, dites-nous tout. Je pense que c'est une chanson, vraiment c'est une chanson que j'ai écrite entre moi et moi-même et en fait je pense vraiment que c'est un sujet qui touche beaucoup plus de monde que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu la copine drôle, sympa, mais pas celle avec qui on va sortir, pas celle dont on tombe amoureux. Et au final, j'ai l'impression que toutes les femmes qui entendent cette musique se reconnaissent dedans. Des femmes que moi je considère comme limite des exemples de beauté. Je vais voir sur les réseaux des belles femmes, ce que je considère des belles femmes, du moins qui rentrent dans les codes de la beauté, reprendre cette musique et s'identifier à celle-là. Et du coup je pense que c'est un thème universel
C'est très joliment écrit. En tout cas, vous dites « je voudrais être belle » et c'est vrai que les femmes, en règle générale, même quand elles sont belles, elles ont envie d'être encore plus belles. Elsa Zilberstein, vous êtes magnifique, tout le monde le sait. Non, mais ne me regardez pas comme ça. Vous êtes une des plus belles femmes du cinéma français. Et toujours, on a envie, c'est vrai, de garder ce cap quand on est belle. Donc, vous le dites très joliment. C'est un clip extrêmement touchant, que je veux dire aussi. Et vous êtes très jolie. Donc, voilà, vous avez un charme naturel. Lisa, je vous le dis parce que je vous ai en face de moi, vous êtes très, très touchante. Mais oui, vous êtes très touchante, vous êtes mignonne. Non, mais je sais, je dis pas ça pour vous valoriser, mais il y a d'autres jeunes filles où on va être franc sur cette antenne, on pourrait dire bon, on comprend, mais là honnêtement, il y a rien qui va pas. Donc, on va parler bien sûr de votre univers artistique, du message que vous voulez délivrer, parce que je sais que vous avez envie de faire un album. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie que vous vous présentiez, vous toute seule, Lisa, sur l'antenne de Radio G. On a pour habitude de faire un peu pitcher, donc c'est quand vous voulez pour vous présenter, c'est maintenant. C'est hyper dur à faire. Alors, on va commencer par votre âge, d'où vous venez, votre univers, et puis ça ira très bien. Alors, des trucs dont je suis sûre. Je m'appelle Lisa Pariante, j'ai 25 ans. Enfin, sûre pas tellement, parce que pariante, ça se dit aussi parienté. Ouais, d'ailleurs, parmi ceux qui nous écoutent, dites-nous, pariante, parienté, parienté, j'en ai aucune idée. Okay. Donc bon, moi je reste à la française, on va dire pariante. Je suis chanteuse depuis 4 ans. J'ai commencé sur YouTube en faisant des covers, des reprises de musique, où je traduis des musiques de français à anglais, d'anglais à français. Ensuite, j'ai fait pas mal de parodies. Vous avez plus de 300 000 spectateurs, on va dire, followers sur vos réseaux. Sur YouTube, c'est quand même énorme, c'est beaucoup, il faut le dire. Donc un joli succès. Ouais. Après, je me suis lancée du coup sur d'autres réseaux, donc sur TikTok, où j'ai gardé ce concept français-anglais. Ensuite, j'ai signé en label où j'ai sorti 3 titres. Et maintenant, je me redirige, on va dire, vers un autre univers musical, parce que ces 3 titres, du coup, n'étaient pas vraiment mon univers. Alors, on va déjà écouter une petite cover que vous avez faite devant Gradure, qui est un chanteur, un rappeur français, on peut dire ça comme ça, et on revient. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Oui, c'est nous les grosses moulas. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana, me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler. Alors, on est en train d'écouter cette cover. Je crois savoir que vous avez été dans une émission avec justement Gradure qui a été assez époustouflée par cette reprise. Il y a eu aussi une autre reprise de Weshden qui était aussi très contente de voir la manière dont vous l'avez reprise. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, Lisa ? Vous voulez vous continuer des covers ou faire des titres à vous, un univers plus singulier peut-être, ou continuer sur un style pop ? Je pense que j'arrêterai jamais vraiment les covers parce que déjà j'adore réinterpréter les musiques à ma manière. J'ai vraiment pris goût aussi à traduire, adapter des musiques d'anglais à français. C'est vraiment devenu un plaisir. Donc je pense que j'arrêterai jamais vraiment. Ça permet à tout le monde de comprendre aussi ce qu'on chante en anglais. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir. Et surtout que parfois ça donne vraiment des chansons où on se dit putain, si c'était sorti en français, j'aurais jamais écouté ça. Et non, l'idée maintenant, c'est de me rediriger vraiment vers un univers musical qui me plaît à 100%. Donc rester peut-être sur un piano-voix un peu plus doux et de sortir peut-être des musiques un peu plus trash, un peu plus sarcastique, on va dire. Un mélange de tristesse et de sarcasme. On verra où ça nous mène, mais en gros, c'est l'idée du projet. Eh bien, écoutez, on va venir vous suivre, en tout cas, sur vos réseaux sociaux. Lisa-Pariante- sur Instagram, sur YouTube, Lisa Pariante avec un i pour Lisa, Facebook également Lisa Pariante, ou encore TikTok, Lisa Pariante 3. On va venir vous checker tout ça, évidemment. On finira peut-être en musique tout à l'heure ensemble, mais tout de suite, on va poursuivre la suite de cette émission avec le portrait de notre invité. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Elsa Zilberstein. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Elsa. Bonjour Joseph. Et quel succès, parce qu'on vous voit partout, hein, petit clin d'œil en ce moment. C'est vrai. Oui, on vous voit partout. On me voit ici déjà. Et c'est vrai. C'est très et je suis ravie.
Alors, c'était génial de vivre, disait Marceline Loridan-Evans, et c'était génial de vous écouter, Elsa Zilberstein, avant d'aller dans un trou. Tant qu'on peut, comme le dit Marceline, tant qu'on a un peu de force de vie. Il s'agit peut-être de se réinventer perpétuellement au cinéma, mais aussi au-delà du cinéma. Se réinventer perpétuellement à l'ombre de personnages gigantesques, tels celui de Simone Veil que vous incarnez, avec ce que je qualifierais de discrétion lumineuse. Dans cette émission, vous avez rendu un hommage à l'intime, à la mémoire. Vous nous avez dit qu'une actrice est en quête de cette vérité mémorielle quand elle essaie d'être utile, n'est-ce pas ? C'est vrai, ouais, c'est juste. Ouais. Alors, depuis Van Gogh de Maurice Pialat, où l'on vous a découverte, il y a cette présence qui laisse la place au rôle. Et ce n'est pas si évident. Finalement, je dirais qu'Elsa s'efface vraiment pour laisser place à Simone, pour la sublimer en quelque sorte. Oui, oui. Je veux disparaître, moi, quand je joue les rôles. Disparaître derrière. Et en même temps être très présente, mais parce que je joue avec qui je suis, mais qu'on m'oublie moi, ouais. Oubliez-le moi alors. Exactement. Dans cette salle de cinéma, cette salle de jeu accessible aux enfants, vous nous avez dit tout à l'heure, il y avait des gens qui pleuraient devant ce que Primo Levi dépeignait comme l'événement sur lequel l'idée d'humanité s'est un jour brisée. Vous avez dit tout à l'heure avoir voulu faire le portrait de la femme aux cheveux lâchés et comment ne pas faire le rapprochement avec l'asservissement des femmes iraniennes dont vous nous avez parlé, le scandale de l'oppression. Ouais, très juste. Ces cheveux lâchés, c'est finalement un hymne, en quelque sorte, contre l'oppression. Ouais, c'est vrai. On lâche les cheveux, on lâche les chevaux, d'une émotion maîtrisée peut-être, mais à vif, au plus proche de l'indicible, indicible ferment de l'espérance, du courage, d'une force primitive. Rien ne s'efface, les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, les coups, les cris, rien ne peut ni ne doit être oublié, écrit Simone Veil dans Une vie, sa biographie. Elle n'aura jamais vu ce film, mais il y a cette volonté en filigrane que rien ne s'oublie, que tout s'inscrive quelque part sur un mur d'images. C'est cela, l'au-delà du cinéma, selon vous ? Oui, vous avez raison. C'est la transmission, en tout cas, c'est ça la mémoire. C'est de dire, voilà ce que nous, on a intégré, voilà ce qu'on a reçu comme information de vous, qui avez vécu l'horreur. Voilà ce qu'on essaye de donner aux gens maintenant pour qu'on n'oublie jamais. Et puis, la drôlerie. Qui vous donnera les griffes Woody Alleniennes bientôt. On va vous retrouver avec cet imaginaire, cette créativité insatiable, ce combat d'amour en songe, pourrait-on dire, pour vous définir, pour rappeler le titre du film de Raoul Ruiz dans lequel vous avez joué. Et puis bien sûr, impose ta chance, serre ta douleur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Cette phrase de combat du poète René Char, elle vous habille. Elle vous habite si bien, Elsa, comme la porte d'entrée vers votre imaginaire, tour à tour grave, fantasque, mais toujours ouvert sur la vérité. Alors, pour cela, bravo. Merci. Merci, bravo, super. Merci beaucoup, Joseph Agostini-Briand, que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elsa Zilberstein, on vous retrouve bien sûr dans Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, dans les salles obscures aujourd'hui. Cette phrase, mémoire et histoire sont liées, cela engage l'avenir, contre les revendications mémorielles, confondre le mensonge avec la vérité qui engage la jeunesse dans le pire. Attention aux faux prophètes, il nous appartient d'y faire échec. Merci mille fois Elsa Zilberstein. Merci, Allez tous en salle, c'est un devoir presque civique de venir voir ce film. Merci beaucoup. Un petit cadeau pour vous quand même par Wesley Felous, un portrait de vous peint par notre artiste qui vient souvent nous offrir ces jolis cadeaux. Merci beaucoup Wesley Felous. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tanaï Noukaïev. On se retrouve demain avec mon invité Mathilde Amé pour sa pièce Make-up dès 15h. Et puis bien sûr, ce soir, retrouvez votre émission Les Chansons d'Avia et Frédéric Zetoun, suivi du Festival Oriental avec Avner Azoulay à 22h. À demain et belle journée à tous sur Radio J.